Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Il est 18 h, vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc pour accès direct. C'est parti pour 45 minutes d'infos au programme de ce mercredi 14 novembre 2018. Nous parlerons politique pour commencer. Cédric Vial, le maire des Échelles en Savoie, a fait ses premiers pas à la région, sans étiquette politique, mais dans la majorité régionale. Il parlera de ses grands chantiers. Écologie ensuite avec les marcheurs de la Terre. Le programme allie recherche scientifique et sensibilisation autour d'aventures extrêmes. Son fondateur sera sur le plateau avec Nelly Kars, une ex-plongeuse qui a parcouru plus de 100 km à la nage en autonomie. Et enfin, un peu de sport à la fin de cette émission avec Jennifer Porras, coach chez Form Rider. Je vais m'initier au body combat ce soir, un cours à haute intensité inspiré des arts martiaux. Mais avant, salut Seb. Salut Fanette. T'as déjà testé le body combat ou pas? Pas encore, mais j'ai hâte d'être à 18h20. Je vois que tu as mis tes baskets. Voilà, c'est déjà bien. Je suis parée. On commence avec les titres du JT et l'hiver qui se prépare aussi sur les routes. Oui, hier on avait parlé, j'ai un trou de mémoire. Je sais qu'on a parlé de l'hiver qui arrive, le dispositif d'hébergement d'urgence. Là, c'est un reportage de Victoria Lopez sur le dispositif de viabilité hivernale qui est mis en place par le département d'Haute-Savoie. Le but, c'est faire en sorte que le réseau routier soit sous haute surveillance pour l'hiver qui arrive. On aura également un reportage de Manu sur les pneus neige qui devraient devenir obligatoires pour accéder en station d'ici un an. Et puis la suite de notre série de la semaine. Oui, série consacrée cette semaine à l'économie sociale et solidaire. Jean-Paul Crespi s'est rendu à AFB France, une entreprise spécialisée dans le reconditionnement informatique. Là-bas, il faut savoir que 80% des salariés sont en situation de handicap. Et on passe à la revue de presse et on commence avec un rendez-vous étonnant, un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans de Marie-Antoinette. Un rendez-vous qui vient de commencer du côté de Genève, puisque des bijoux et des cheveux appartenant à Marie-Antoinette vont être mis en vente aux enchères. Donc ce mercredi soir à Sotheby's à Genève, ces 10 bijoux exceptionnels font partie d'une collection provenant de la famille Bourbon-Parme. Le lot le plus cher est un pendentif, on le voit en photo, un pendentif en diamant orné d'une perle naturelle en forme de poire. Il est évalué entre 1 et 2 millions de dollars. Il faut avouer que la fourchette est assez large. Il existe fort heureusement quelques lots plus abordables. Pas pour toutes les bourses, comme une paire de boucles d'oreilles qui valent entre 200 et 300 000 dollars, ou encore un collier de perles, lui, estimé à 70 000 dollars. Donc voilà, on devrait faire de bonnes affaires du côté de Genève ce soir. C'est bientôt Noël, donc... Voilà, si on n'a pas d'idée pour les cadeaux. Voilà, c'est ça. Et puis on parle sécurité ferroviaire. Oui, SNCF Réseau est actuellement en train de supprimer les derniers passages à niveau jugés dangereux en Haute-Savoie. Cela se passe aux portes d'Annemasse et les chantiers sont plutôt impressionnants. 3 passages à niveau sont concernés, le PN 90 et le PN 91 à Régnier-Ézéry et le PN 93 à Étrembières. On sait, ces passages à niveau sont très dangereux, il y a eu beaucoup d'accidents, donc là on est dans un objectif de suppression. L'objectif de SNCF Réseau est de terminer ces travaux pour le 9 décembre prochain. Pourquoi le 9 décembre prochain? Puisque c'est la date de remise en ligne de cette ligne, La Roche-sur-Foron-Annemasse. Il y a un gros dossier très intéressant à retrouver dans le Dauphiné libéré d'aujourd'hui. On va parler avec toi d'une visite très symbolique qui a eu lieu hier, 3 ans après les attentats de novembre 2015. Voilà, c'est Latifa Ibn Ziaden, j'espère ne pas écorcher son nom. C'est la mère d'Iban, la première victime de Mohamed Merah à Toulouse en 2012. Depuis, on l'a beaucoup vu dans les médias, elle a créé une association et sillonne les routes de France pour venir en aide aux jeunes des quartiers en difficulté et surtout renouer le dialogue avec ceux qui, isolés, pourraient faire le choix de la violence. Elle était à Annecy donc ce mardi 13 novembre pour rencontrer près de 350 lycéens et collégiens. Nous avons parlé principalement de la laïcité, indique-t-elle sur son compte Twitter. Une notion un peu floue pour ces jeunes, une laïcité indispensable au vivre ensemble selon elle. Et en ce jour de commémoration, tu l'as dit, du 3e anniversaire des attentats de Paris, chacune de ces interventions a débuté par une minute de silence. Et puis de plus en plus de stations de ski se mettent au développement durable. C'est à lire sur le site l'infodurable.fr. Donc l'article fait le point sur une espèce de palmarès et fait le point sur les stations qui ont mis en place des choses pour être plus en adéquation avec notre environnement. Depuis 2011, on en avait déjà parlé, il y a le fameux label Flocon Vert qui a été lancé par l'association Mountain Riders qui propose aussi un guide des stations éco-durables. Et donc, chez nous, 2 stations ont le label, Chamonix et Châtel. Et ensuite, il y a un autre label international ce coup-ci qui s'appelle Green Globe. Et là, ce sont les stations de Val d'Isertine et du Grand Massif qui l'ont reçu. C'est un label international qui s'appuie sur 300 critères. Il y a aussi d'autres démarches qui ont été faites. Donc voilà, point complet sur l'infodurable.fr.
Merci Fanette. Merci Seb, à tout à l'heure. Bon sport. Merci. Avant le sport, on va parler politique, une forme de sport, je vous en prie. Je reçois mon premier invité, Cédric Vial, nouveau conseiller régional et maire des Échelles dans le beau parc de la Chartreuse en Savoie-Isère. Alors donc vous êtes élu depuis 2008, maire depuis 2008 aux Échelles et depuis un petit mois vous êtes conseiller régional. Vous avez pris la suite à la démission de Patrick Mignola. Comment ça se passe pour le moment ? C'est calme pour le moment. Jusqu'ici, tout va bien. Vous n'avez pas encore siégé, Non. Ça sera dans quelques jours. Non. Mais effectivement, il y a deux fonctions du conseil régional, c'est de siéger. Et ça, donc, les sessions, c'est environ tous les 2 mois. Donc la prochaine, ce sera en décembre. Et puis, c'est de représenter la région sur le territoire. Donc ça, depuis un mois, ça débute, disons. Qu'est-ce qui vous a envie à la région ? Pardon ? Qu'est-ce qui vous a envie à la région ? Pourquoi avoir envie d'intégrer cette instance-là ? Alors, deux choses. Un, c'est une collectivité qui est amenée à jouer un rôle de plus en plus important de par sa taille et le rôle stratégique qu'ont désormais les régions. Mon objectif principal, quand je me suis présenté, c'était de représenter mon territoire, qui est l'avant-pays savoyard et la Chartreuse. Donc mon souhait, c'était de faire en sorte qu'on ne soit pas les oubliés, une fois de plus, parce qu'on est des petits territoires ruraux, et qu'on puisse avoir une voix. Et j'avais la volonté d'incarner cette voix, et donc je suis aujourd'hui très ravi de pouvoir l'incarner. Lourde responsabilité, du coup ? Oui, mais quand on a un engagement public, c'est l'objectif qu'on vise. Oui, il est de nature, il a un engagement politique, entre guillemets, à l'échelle de la région, pour essayer de développer des politiques, de favoriser, que ce soit en matière de transport, d'aménagement du territoire, d'économie, et de participer modestement à cette politique régionale. Et puis, au niveau local, de représenter un territoire et d'être un peu le go-between entre une instance, il faut bien l'avouer que les habitants et même les élus ont un peu du mal à comprendre ou à cerner, et donc de jouer ce rôle de médiateur et d'expliquer un peu le rôle de la région et de jouer le facilitateur aussi pour aider nos concitoyens à s'y retrouver dans ce qui des fois apparaît un peu complexe. Du coup, très concrètement, qu'est-ce que vous allez défendre à la région pour votre territoire, pour les territoires ruraux au sens large peut-être aussi ? Alors, c'est encore un petit peu générique parce que j'arrive et je ne veux pas donner le sentiment, on est plus de 200 élus, je ne veux pas donner le sentiment que parce que je viens de rentrer à la région, on va tout révolutionner. Mais en tous les cas, je veux participer à ce qui ira effectivement dans la prise en compte de la ruralité, des territoires de montagne et ruraux qu'on connaît bien en Savoie et en Haute-Savoie. Et je pense qu'ils sont déjà bien pris en compte par la région. Il y a déjà un certain nombre de politiques qui vont dans le bon sens, qui ont été mises. J'espère pouvoir y contribuer et aller peut-être encore un petit peu plus loin. Après, il y a des champs thématiques. Et donc, évidemment, j'ai quelques, disons, facilités ou connaissances, appétences particulières sur des sujets comme le tourisme ou comme l'éducation. Et peut-être que c'est des sujets sur lesquels je m'investirai un petit peu plus que sur d'autres. Vous allez d'ailleurs prendre place dans les commissions là, dans les semaines à venir. Donc ça va être ça, commission tourisme, dans l'idéal ? Eh ben, je l'espère. Effectivement, aujourd'hui, je ne sais pas encore dans quelle commission je vais pouvoir siéger, mais c'est vrai que les thématiques de développement durable, de tourisme, de montagne et d'éducation m'intéressent particulièrement. Alors, vous êtes sans étiquette politique, indépendant, rattaché à la majorité régionale. Pourtant, j'ai vu que vous avez rendu votre carte Les Républicains l'été dernier. Du coup, comment ça se passe avec Laurent Wauquiez, qui est le président des Républicains, faut-il le rappeler ? Mais ça se passe. Mon départ des Républicains n'avait pas de lien avec son président, qui n'était pas encore président à l'époque, et d'ailleurs quand je suis parti. Moi, j'ai un engagement politique au-delà de mon engagement local, puisque mon engagement local est plus proche de mon engagement associatif pour ma commune, pour mon territoire, que de mon engagement politique. Mais depuis gamin, je suis un passionné de politique, je suis un gaulliste et je l'ai toujours été, je le suis toujours. Donc ça, je n'ai pas changé. Et ce n'est pas parce que j'ai quitté les partis politiques, j'étais engagé pendant près de 20 ans dans les partis politiques, au RPR ou à l'UMP. Je ne me retrouverai plus, comme beaucoup de nos concitoyens, je crois, je ne me retrouverai plus dans les partis, dans le rôle qu'ils jouaient et dans leur manière de fonctionner, dans l'espèce d'entre-soi qu'on pouvait rencontrer aussi dans ces partis. Et donc, c'était un peu un déchirement quand on y a passé 20 ans. J'ai fait le constat que je n'y étais plus utile
et qu'il valait mieux que je m'engage peut-être autrement ou ailleurs. Et d'essayer de faire ce que beaucoup appellent, disent il faut faire la politique autrement. Donc sans vouloir faire comme tout le monde, j'ai essayé de faire, je veux faire la politique autrement, mais je vais essayer de le faire réellement, hein, ce qui est un challenge un petit peu peut-être ambitieux, mais en tout cas c'était ma volonté. Et donc c'est pour ça que j'ai quitté toute appartenance partisane, parce que je ne m'y retrouvais plus. Mais je reste quelqu'un d'engagé. Vous êtes raccord avec la ligne de Laurent Wauquiez ? Alors, je ne sais pas quelle est la ligne, s'il y a une On ligne. sait qu'elle peut diviser ses positions, notamment au niveau national. Patrick Mignola, il a démissionné notamment pour ça. Alors, il faisait partie du MoDem, lui. Mais est-ce que vous êtes en accord avec les positions de Laurent Wauquiez ? Alors, Patrick Mignola a démissionné parce qu'il est devenu président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale. Je pense que s'il n'y avait pas eu de remaniement à cette échéance, il serait probablement toujours conseiller régional et il s'accommoderait de cette ligne-là. Et je ne le serais pas moi-même. Mais je n'ai pas de problème majeur avec cette ligne. On n'est pas forcément d'accord sur tout, mais comme dans toute famille ou comme dans tout groupe constitué, c'est un rassemblement. Voilà. Donc je ne suis pas forcément d'accord avec l'intégralité, mais je n'ai pas de problème de conscience particulier non plus à faire partie de son équipe. Bien au contraire, c'est un élu en plus que j'ai eu le plaisir et que je connais un petit peu, parce qu'on a déjà travaillé ensemble et on s'est croisés, qui a une capacité de travail incroyable, hein, qui a une vraie volonté et qui a déjà, depuis 3 ans, un bilan au niveau de la région qui, me semble, est plus que positif. Donc je suis plutôt content et satisfait de faire partie de cette équipe. Tout en restant maire des Échelles. Il est important pour vous cet ancrage local-là ? Il est indispensable. Voilà. Il est indispensable et c'est la raison d'être de mon engagement. C'est un engagement local, comme je vous disais tout à l'heure. Être conseiller régional, c'est représenter un territoire, mais ça ne peut pas être à la place, représenter un territoire quand on n'a pas les mains dans le cambouis et quand on n'est pas sur le terrain. Je pense que c'est un peu plus difficile. Alors vous aviez tenté les sénatoriales l'année dernière, vous êtes arrivé juste derrière Martine Berthet sur 10 candidats. Martine Berthet qui avait l'étiquette pour le coup les Républicains. Votre prochain challenge politique, du coup, il est où ? Alors, c'est difficile à dire parce que les sénatoriales dont vous parlez, c'était en septembre l'année dernière, effectivement. Je me suis présenté sans étiquette pour porter justement un discours un peu différent qui était sur la défense de la ruralité et des petites communes parce que j'estimais qu'elles n'étaient pas entendues ou pas représentées. 3 semaines avant l'élection, vous m'auriez posé la question, je ne vous aurais pas dit que je serais candidat au sénatorial. Donc c'est un peu difficile de répondre parce que je n'ai pas de plan de carrière ou de volonté devant. Ça m'est tombé un peu dessus, la région. Hein. J'ai été candidat, évidemment, il y a 3 ans. Il n'était pas dit que je deviendrais en cours de mandat conseiller régional. Donc à savoir ce qui va se passer dans 2 ou dans 3 ans, c'est un peu difficile à dire. Ce que je peux vous dire, pour ne pas vous laisser sur votre faim, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un engagement local dans ma commune et que j'espère pouvoir le continuer. Dernière toute petite question, vous êtes élu depuis l'âge de 22 ans, maire depuis l'âge de 29 ans. Ça a été un choix évident, parce qu'à 22 ans, il y en a plein de gens ont envie de faire autre chose que de la politique. Pour vous, ça a été évident ? Alors, ça a été évident, oui et non, mais c'est un peu à 22 ans, c'était la continuité déjà d'un parcours que j'avais entamé bien avant, qui n'était pas un engagement politique à la mairie, mais qui était plutôt le suivi d'un parcours associatif. À 14 ans, j'étais membre du bureau de mon club de natation. À 17 ans, j'étais membre du bureau de mon club de basket. À 18 ans, j'ai créé un comité des fêtes avec une quinzaine d'amis entre 15 et 20 ans. Et donc, c'était un engagement associatif. Les raisons sont les mêmes. C'était on voulait faire bouger notre village, on voulait que ça avance, on voulait faire participer un peu à la vie locale. Et puis, peut-être, du coup, un peu naturellement, le maire de ma commune est venu me chercher pour me demander d'intégrer l'équipe municipale. Donc ça s'est fait un peu comme ça, et pas du tout par engagement politique, mais plutôt par un engagement local. Eh ben, merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct pour nous en parler. Et puis, bonne première assemblée mi-décembre alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre la régie. On va parler écologie et aventure, puisque les deux sont heureusement compatibles avec nos prochains invités. Je reçois Nelly Kars, j'espère ne pas écorcher votre nom, et Bruno Lambert. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, Bruno Lambert, vous avez fondé le programme Les Marcheurs de la Terre, qui est un programme que vous avez rejoint il y a 3 ans.
Ce programme, il entend associer recherche scientifique et pédagogie. Je suis dans le juste. En fait, le programme Marcheurs de la Terre est un mi-chemin entre l'aventure sportive, l'exploration, la recherche et l'éducation, donc la sensibilisation à l'environnement. Donc l'idée, c'est d'associer un challenge sportif. Alors ça peut être une expédition, une exploration longue dans un milieu qu'on va qualifier d'extrême. Bon, on peut penser à la banquise, aux forêts amazoniennes, au désert. Bon, ben là, en l'occurrence, c'était l'eau. Alors c'est pas un milieu, là, c'est une matière. Et à partir des témoignages vécus, on va faire de la transmission, de la sensibilisation sur une thématique bien particulière. Voilà. Donc ces dernières années, il y a eu évidemment la fonte des banquises, le recul des glaciers, la désertification, la déforestation, à partir de grosses missions qui se sont déroulées dans ces milieux-là. Alors quand je parle de missions extrêmes, on est vraiment sur des expéditions qui vont durer 3-4 mois en autonomie complète, en pleine jungle ou sur la banquise. Voilà. Le dernier support, on va dire, de sensibilisation, qui s'appelle Water Stories, c'est fait chez nous, c'est fait dans les Alpes du Sud. Alors, c'était pas dans les Alpes du Nord, en PACA, d'où on est originaire. Et cette fois-ci, le milieu n'était pas extrême. Par contre, c'est la matière qu'il était. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur l'eau. Et voilà. Et c'est là où vous êtes arrivé. Exactement. C'est dans ce cadre-là, parce que vous êtes ancienne plongeuse professionnelle, plutôt côté océan. Je crois que c'était Pacifique. Et donc, vous vous êtes lancé un challenge que vous avez préparé ensemble pendant 2 ans. Et finalement, vous avez fait, il y a 1 an, 103 km à la nage, sans assistance rapprochée sur les différents lacs de la région PACA. Comment ça vous est venu, cette idée ? Alors, comment c'est venu ? C'est parti d'un rêve assez lointain. Nous, on fait partie des gens, finalement, qui réalisent leurs rêves dans les grandes lignes. Au départ, je voulais faire le tour de la Nouvelle-Calédonie à la nage. Donc, ça remonte maintenant. Quand j'ai intégré le programme, on s'est dit on va peut-être faire quelque chose un petit peu conséquent, traverser la Corse pour le continent. Mais ça n'allait pas. Donc on s'est rabattu en fait sur les lacs de PACA, sachant qu'en fait ça n'avait jamais été fait. Donc c'était déjà une première de ce côté-là. Et de mon côté, l'eau douce c'était aussi une nouveauté, puisque moi j'étais nageuse en mer. Et l'autonomie, l'autonomie c'est quelque chose de formidable, parce que quand on est en autonomie, on est obligé d'aller au-delà de ses capacités beaucoup plus que quand on est assisté. Donc il y avait vraiment quelque chose de formidable à faire là-dessus. L'idée était vraiment en fait d'attirer l'attention du public sur l'eau pour pouvoir en parler. Donc nous, on a une société de production, on en a fait également un documentaire et c'était important en fait d'avoir un bon support pour pouvoir travailler, pour parler de l'eau. Et on regarde un tout petit extrait du documentaire. L'eau m'a aidé à me construire. Je lui dois beaucoup. Aujourd'hui, je voudrais faire quelque chose pour elle, d'où l'idée de ce challenge. L'eau, c'est la vie, et nous devons tous agir en sa faveur. Nelly est autonome, c'est-à-dire qu'elle nage sans assistance rapprochée. Mon rôle dans cette histoire, endosser la casquette d'un coach, d'un préparateur physique et mental, m'occuper de la logistique et du tournage. C'est un peu ma part de challenge. En quoi cette aventure-là, elle sert à la sensibilisation ? Alors là, le thème, c'est l'eau, mais voilà, vous l'avez dit, en fonction des challenges, etc., c'est pas forcément le même focus. En quoi ça sert la cause, disons ? Déjà, ça permet de faire découvrir l'élément et la ressource aux gens, au public. C'est-à-dire que nous, quand on intervient, il faut savoir que ces films sont souvent accompagnés d'un débat, d'une conférence, ou alors ça rentre également dans des modules de formation. Et il faut d'abord, on part du principe qu'on va sensibiliser par l'image et par le témoignage, donc par l'aventure, par le rêve, pour pouvoir quelque part, je dirais, ouvrir les portes, je dirais, de l'esprit et de la sensibilisation. C'est-à-dire que si on intervient en tant que formateur ou donneur de leçons, il faut reconnaître que les gens en ont marre. Et moi le premier, quoi. Donc, et ça c'est quelque chose que moi j'ai compris il y a très très longtemps, alors que c'était en train de se mettre en place. Et quand on fait une intervention, par exemple sur le pôle ou l'Amazonie, tout de suite les gens ils veulent qu'on raconte des aventures. Et ce qui s'est passé, ça a mis du temps, hein. Mais maintenant, le concept est parfaitement maîtrisé et il s'avère que lorsqu'on fait du témoignage en public, si vous êtes dans une salle avec 200 personnes, vous en avez 150 qui adhèrent, c'est clair. Donc ça stimule le débat, les gens se sentent complètement impliqués, ils découvrent des nouveaux paysages, ils découvrent un nouvel environnement et à partir de là, on peut parler de l'eau dans le monde, on peut parler de l'eau dans les communes françaises, là on a parlé de l'eau en PACA, on peut parler du petit cycle de l'eau, du grand cycle de l'eau et bien sûr de la problématique écologique planétaire, quoi. Tout simplement parce que le rêve, Pardon, allez-y. Donc, nous permet, donc, est un excellent vecteur de transmission. Qu'est-ce que ça vous a appris, vous, cette aventure-là ? Peut-être quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé ?
En fait, cette aventure-là m'a appris à vivre une aventure d'une manière professionnelle, pour être très clair. Parce que des aventures, j'en ai vécu plein, énormément. Pour pouvoir intégrer le programme, il fallait qu'il y ait un fond qui soit assez conséquent de ce côté-là. Mais cette fois-ci, c'était complètement différent. Et je le dis souvent quand on est en conférence, par exemple, que le véritable challenge, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. C'est-à-dire de parler aux gens, tout simplement. C'est là le challenge. La partie nage, c'était un gros morceau, c'était aussi un prétexte pour pouvoir réaliser ça. Ça a été formidable parce que moi, quand je nageais, finalement, c'était ce qu'il y avait de moins difficile, même si le challenge il est dur. On avait laissé derrière toutes les grosses contraintes de la préparation d'un projet. Et donc, ce que ça m'a appris, en fait, c'était la gestion professionnelle d'une aventure, tout simplement. Alors ce film, je ne sais plus si je l'ai dit, que vous avez réalisé, il circule. Il y a d'autres projets en cours, d'autres films Oui, il y a pas mal de projets. Il y a d'autres projets de nage, donc, où Nelly interviendra également peut-être sur la côte méditerranéenne. Donc, Retour à l'eau salée. Retour à l'eau salée. Alors là, c'est pareil, hein, c'est une fois de plus pour donner un cri d'alarme sur l'état de nos littoraux. Le challenge sera très très engagé, donc le film le sera aussi. Ensuite, on a un film qui s'appellera aussi Témoin d'un monde. Alors pour le coup, c'est moi qui repasse devant la caméra cette fois-ci pour témoigner de ce que j'ai vu sur 35 ans d'aventure au bout du monde et de faire le comparatif avec ce qui se passe aujourd'hui. Et également d'apporter ma part de pensée à l'écologie nouvelle. Voilà. Donc ça, c'est le Témoin d'un monde qui est en cours. Et après, on a un autre projet, toujours attaché à l'eau cette fois-ci, sur le Verdon. Parce que nous, on est des Alpes du Sud, on est quand même très attachés à ce milieu-là. Et il y a un projet qui a débuté sur le Verdon, des sources à sa confluence, mais c'est le Verdon qui racontera son histoire. Toute dernière question à tous les deux. Vous êtes optimiste, sur l'intérêt de ce type de mission et sur la sensibilisation du grand public, puisque vous avez rencontré beaucoup de monde dans le cadre Je crois qu'il faut être très prudent parce que l'optimisme ne marche pas sans le pessimiste, c'est le contraire. Donc il faut simplement rester réaliste. C'est-à-dire que la situation maintenant on la connaît, donc on a des chiffres, on a des données, on connaît les mécanismes d'emballement. Bon, il y a deux choses l'une. Soit effectivement on est complètement fataliste, on se dit c'est foutu. Soit on se dit effectivement il y a un souci, mais on peut se donner les moyens de le gérer. Et on a les moyens de le gérer. On a les moyens de le gérer techniquement, on a les moyens de le gérer économiquement, et on a les moyens de le gérer aussi au niveau psychologique. Donc je pense que de ce point de vue-là, moi je serais optimiste. Par contre, la situation écologique planétaire est dramatique, mais vraiment dramatique, voire même beaucoup plus qu'on le laisse entendre. Alors moi, j'aurais peut-être une dernière chose à ajouter, en lien, on va dire, un peu moins large, mais directement avec ce film. C'est que quand on a commencé les diffusions cet été, on avait quand même des doutes, en fait, des sincères doutes sur la réception du public, un public estival, généralement qui est en vacances, qui n'a pas toujours envie d'entendre parler de messages écologiques à ce moment-là de sa vie. Et en fait, la réception a été formidable. Donc, pour le coup, sans parler d'optimisme ou de pessimisme, il y a un terrain en ce moment qui est quand même favorable à s'ouvrir les yeux sur tout ça. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous présenter, parce que je crois que je n'ai même pas donné le nom, la Dame des Lacs. Voilà. La Dame des Lacs. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre la régie. On va passer au sport maintenant avec notre chronique mensuelle réalisée avec notre partenaire Form Rider. Et Jennifer me rejoint. Salut Jennifer. Salut Fanette. Alors, on va parler d'une discipline que j'ai jamais testée, que vous proposez, qui s'appelle le body combat. Tout à fait. Donc, un sport à haute intensité inspiré des arts martiaux. Donc, c'est-à-dire C'est-à-dire que c'est un cours fitness qui est basé sur différents types d'arts martiaux. On mélange la boxe, le muay thai, le kickboxing, le MMA, le karaté. Qu'est-ce que je n'ai pas nommé? La capoeira. Il m'en manque un. Ça va me revenir. Ça fait déjà pas mal de choses. C'est ça. Alors, on est d'accord qu'on ne se bat pas vraiment? Alors non, rassurez-vous. Vous vous battez juste face à moi. On imagine quelqu'un qu'on n'aime pas trop, généralement. Et le cours, il est vraiment là pour qu'on se défoule. Ça permet de tonifier les jambes, le dos, les épaules, les bras. Et ça constitue un entraînement phénoménal sur la sangle abdominale. Donc, assez complet. Tout à fait. Qui peut pratiquer? Il faut être déjà assez sportif, pas forcément? Pas du tout. On accepte tous les niveaux en body combat et tous les âges surtout. C'est ça qui est important. On va peut-être, je ne sais pas si on voit les images ou pas, un petit peu, donc du body combat.
Un cours, du coup, ça se passe comment? On monte dans le cardio direct Alors non, on passe toujours par une phase d'échauffement, ok? Petit à petit, on est là dans ce cours pour améliorer le cardio, sentir sa force et surtout, le plus important, c'est faire travailler son corps en entier et en même temps. Vous voyez que là, sur la vidéo, on bouge dans les jambes, dans le haut du corps, les abdos sont bien évidemment gainés, donc on ne s'arrête pas. Par contre, l'instructeur, Body Combat, donc on est dans un concept Les Mills, on est obligé d'être formé pour enseigner ce genre de concept, va donner à ses participants différents niveaux, donc avec différentes options, de la plus simple à la plus forte. On va déjà écouter un petit peu pour avoir une idée aussi de la musique, parce que du coup c'est un peu chorégraphié, voilà, ça permet de se Tout à défouler. fait. On bouge en musique. Donc là c'est en anglais, mais toi tu le fais en français à Annecy et Pagny. Exactement. Tu vas montrer deux, trois petits mouvements. Ouais. Hop, le temps Est-ce que d'enlever tu veux ça. qu'on retire les tables? Donc, moi, je ne suis pas une grande sportive, donc je fais le débutant. Oui. Voilà. Donc, du coup, vas-y. On va se mettre, On va se mettre face comme au ça. public. Ouais. Tu vas mettre ta jambe droite devant. La jambe droite devant. Voilà. On prend une garde de boxe. Mmh. Donc la garde, elle est toujours devant le visage parce qu'on se protège. Tu peux pas D'accord. prendre de coups. Ok. On est vraiment en simulation comme sur un Il ring. faut vraiment imaginer quelqu'un en face. Exactement. Ensuite, tu vas rester souple sur tes jambes. C'est ton bras droit qui va travailler. On appelle ça un direct. Tu tends le bras, tu ramènes. Tu tends le bras, tu ramènes, toujours en ramenant devant pour la garde. Et on donc peut là, être par exemple, sur ce type de mouvement, qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler? Là, on engage ton épaule, ton dos Avec les abdos serrés, et évidemment. avec les abdos serrés. Et quand tu alternes en direct croisé, droite, gauche, tu viens travailler tes obliques pour ce que tu aspires ton nombril. Bien évidemment, toujours le haut du corps. Les jambes aussi, Ouais. un peu. Alors, tu peux partir les talons un peu plus larges que les hanches. Tu vas Ouais. transférer le poids du corps dans la jambe droite et faire ce qu'on appelle un kick avant. Lever le genou, serrer le ventre, basculer légèrement le buste vers l'arrière, tendre ta jambe, poser. Et après, là, la difficulté, je suppose, on le voit, c'est que après, alors déjà, ça saute de tous les côtés, ça, on va éviter rapport au micro, mais il faut coordonner tout ça. Tout à fait. Le body combat, ce qui est bien, c'est qu'on travaille autant la coordination que l'agilité, que la rapidité. Bien sûr, ça vient pas du jour au lendemain, mais plus on est régulier au cours, plus ça devient facile, plus ça devient logique, et plus on a envie d'aller chercher beaucoup plus loin. Une petite dernière. Qu'est-ce qu'on peut Donc te là, on a faire fait faire les bras. Il y a différentes formes de kick, je crois. Tout à fait. Tu as le kick avant. Ouais. Faut pas taper le voisin, quoi. Tout à fait. Tu as le kick tonnerre avec un pas en avant. Utilise tes bras et on vient taper avec le talon et ramener le genou. Donc là, c'est quand la personne est au sol et qu'on Tout à l'achève fait. en Qu'on toute qu'on souhaite simplicité. l'achever. Voilà. Au niveau du haut du corps, tu as différents points si tu veux. On a vu les directs, mais on a aussi les uppercuts. On va le chercher derrière, on repart devant. Et là, pareil, à chaque fois, ce sont des muscles du coup différents. Exactement. En fait, ce qui est bien, c'est d'imaginer une cible. Quand tu es en direct, toujours les épaules, le dos, le ventre, mais là, on va taper dans son visage. L'uppercut dans son menton. Le crochet qu'on n'a pas vu dans sa tempe. Donc ça permet, en cas d'agression, le fait de faire du body combat, non, je rigole, mais c'est pas un cours de self-défense. Non, pas du tout. Voilà, on est vraiment dans la performance sportive et le Exactement. laisser aller. Ça reste un cours fitness dans lequel on est là pour se défouler tout en prenant du plaisir. Alors, pour ceux qui veulent et se défouler et prendre du plaisir, plusieurs choses. Déjà, j'ai noté les horaires. Il y a à Annecy le vendredi soir à 19h et à Épagny le mardi soir à 19h. Donc, c'est Tout à toi fait. qu'on retrouve Exactement. pour ces cours de body combat. Et semaine prochaine, semaine importante, puisque journée porte ouverte. Tout à fait. Journée porte ouverte toute la semaine sur le club d'Épagny. Ça veut dire que vous pouvez venir essayer gratuitement toute la semaine tous nos cours. Donc nous, on a un club qui propose autant des cours fitness que des cours dans l'eau. Donc voilà, grâce à ce que tu as dans les mains. Voilà, et ça, peux tu vas faire nous en gagner parler. des cadeaux. Donc, puisque c'est une émission que vous suivez peut-être en live sur notre page Facebook, Formrider vous propose de gagner 5 invitations. Donc, ça permet de faire quoi? Tout ce que vous voulez pendant une semaine. Du body combat, du body pump, du RPM, tous les autres concepts dont on vous parlera avec plaisir une prochaine fois. Les cours dans l'eau, peut-être juste tester le plateau de musculation, prendre rendez-vous avec un coach, commencer une démarche dans votre prochain objectif.
Et puis il y a aussi, je le dis, il y a aussi un hammam et Un sauna. et un On en a jacuzzi. certains ici qui sont spécialisés C'est dans vrai. cette discipline-là, qui aiment bien. Et donc pour gagner tout ça, avec un joli hashtag choisi par Sébastien. Hashtag Fanette en basket. Fanette. Voilà, donc en commentaire sur le live Facebook de cet accès direct. Merci beaucoup Jennifer. Merci à vous de bien. m'avoir reçu. Et puis on te retrouve bientôt ou à la salle ou ici. Avec Merci, grand plaisir. Merci Bonne bien. journée. Et donc Soirée. Seb, En basket. tu joueras pour inviter quelqu'un. Du coup, j'ai perdu les titres. Si on va parler La préparation des routes, avec un préparation des reportage de routes. Victoria Lopez sur le dispositif de viabilité hivernale mis en place par le département. Le but, c'est de faire en sorte que toutes les routes du département soient sous haute surveillance. Et on aura également un reportage de Manu sur les pneus neige qui pourraient devenir obligatoires dans un an. Et puis la le série deuxième de la sur la semaine. série de la semaine, donc série de la semaine de Jean-Paul, consacrée à l'économie sociale et solidaire. Il s'est rendu dans une entreprise annécienne, AFB France, qui est une entreprise qui travaille dans le reconditionnement des parcs informatiques, mais surtout qui emploie 80% de ses salariés qui sont en situation de handicap. Et ben donc c'est à suivre dans le JT. On se retrouve dans quelques minutes pour toute l'actu en Savoie-Mont-Blanc. À tout de suite.